Saga Egmont présente L'éveil des sorcières de Katia Boukchich, lu par Alexandra May. Cet ouvrage est dédié aux femmes mais aussi aux hommes curieux de la quête du féminin et de son épanouissement. Je suis la dangereuse et la très douce, celle qui tourbillonne mais ne change jamais. Je suis la puissance et l'innocence, la tempête et l'embellie, le printemps tenace et le sang sur la neige, l'amante aux gestes lents, aux yeux pleins de lumière, celle que l'on rêve et celle que l'on brûle comme sorcière, la clémente et la très lointaine, celle qui murmure des secrets. Je bouscule tous vos plans d'un grand rire, j'éparpille vos lois, et en tremblant je vous offre une rose. Je suis la nostalgie au fond de votre cœur. Je vous attends depuis l'aube du monde, je veille sur chaque heure de votre sommeil. C'est mon sourire qui vous a porté jusqu'à ce jour et qui vous fait croire en la vie. Je suis votre destin, je fais tourner la roue. Je suis la femme, une brise de rien du tout sur l'océan de vivre, un grand tracas d'amour qui monte jusqu'aux étoiles. Jacqueline Kellen, Les femmes éternelles. L'histoire d'un rêve prophétique. Ce rêve commence par un voyage astral. Je projette ma conscience par le sommet de mon crâne et je me retrouve sur une planète peuplée de femmes. Toutes les femmes sont au bord de la mer, nues et voluptueuses. Je m'approche d'elles. Elles sont très nombreuses et accueillantes. Un petit être aux cheveux blonds, habillé d'une tunique verte, atterrit à mes côtés. Il ressemble à un elfe ou à un ange. Il me demande de le suivre et m'arrache à cette planète. Nous volons ensemble au-dessus d'une forêt et nous nous posons à côté de deux tombes. En me les montrant du doigt, l'une après l'autre, il me dit qu'il y a une tombe pour la voyante et une autre pour la chamane et m'annonce que c'est moi qui gis là. Je suis secouée et me réveille. J'ai fait ce rêve en 2010, bien avant mes initiations chamaniques, et à cette période de ma vie, je ne tirais plus les cartes depuis de nombreuses années. Ces tombes sont les archétypes de la femme chamane et de la femme devineresse que je rapporte de la planète du féminin originel. Je les ai déterrées et ravivées pour renaître à mes racines lointaines et à mon essence. En cheminant, je me suis aperçue que cette planète n'est pas tant un lieu géographique qu'une conscience de ressources sacrées. Quelques mois plus tard, je partais pour mon premier voyage chamanique au Pérou. Introduction. Nous venons d'une histoire, en France, où les guérisseuses, les sages-femmes, les femmes initiées, les sorcières, les prêtresses, les magiciennes sont des figures associées à des siècles de persécutions, de fantasmes, de critiques véhémentes, nous donnant la sensation de rouvrir la boîte de Pandore. C'est un sujet encore plein de tabous et de fantasmes que celui des femmes et du rapport qu'elles entretiennent avec la nature, les éléments de la nature, leur corps, les pratiques de guérison manuelle, les invocations magiques qui se sont transmises sur plusieurs millénaires, souvent par des initiations ritualisées. Nous autres, qui sommes originaires d'Afrique et du Maghreb, nous connaissons intimement la puissance et l'étendue de ces savoir-faire qui nous fascinent tout autant qu'ils nous révulsent, car nous y avons été initiés par de nombreuses et parfois douloureuses histoires familiales. Je suis d'origine kabyle, algérienne par mes deux parents, et mon village regorge d'anecdotes, d'histoires de magie des femmes qui visent à favoriser ou défavoriser les unions, à manipuler leur entourage ou leurs ennemis par des sorts, de femmes qui se soignent seules par les plantes, d'autres qui jouent avec le feu sans se brûler, de celles qui vont voir les marabouts et des voyants, celles qui rêvent et donnent des messages à leur famille, et de celles qui accouchent, de celles qui massent et remettent les os du squelette en place. Dans ma famille, les pratiques magiques étaient une discussion fréquente, pleine de peur et de fascination. Lors d'un voyage au Pérou, auprès des chamanes, j'avais vu l'impact de pratiques d'une de mes aïeules et les conséquences lourdes qui en avaient découlé sur les générations suivantes. En Occident, j'assiste à un regain d'intérêt des femmes modernes, éloignées de cet héritage pour la figure solitaire, marginale, indépendante de la sorcière, qui renaît de ses cendres et devient un des symboles du féminisme et une figure acclamée pour son audace et ses choix de vie. Je vois de chaque part, dans ma culture d'origine et en Occident, une définition partielle des femmes initiées à ces pratiques dites magiques, car intuitives et instinctives. Cette définition est née d'une vision tronquée et déformée du féminin et de la femme, tout autant dans le mystère qu'elle contient
que dans sa manière d'accéder à la connaissance. Entre une vision démoniaque, mystique, irrationnelle, opaque à la compréhension, et une vision parfois idéalisée, déifiée, de mère de l'humanité, de femme sacrée, s'offre à nous en réalité une pluralité de qualités du féminin, de possibilités d'accéder à une dimension intérieure qui nous demande tolérance et sagesse dans notre manière de les aborder. Aucune vision ne saurait donner des éléments de vérité sans passer par l'expérience, qui contient l'initiation et permet d'accéder à une vérité intime, difficilement communicable, mais qui nécessite d'être partagée avec ordre et clarté. Et c'est ainsi que nous contribuons à mettre au centre de la table, dans le chaudron commun à notre humanité, des informations et des enseignements accessibles à l'ensemble, hommes et femmes. Les religions, l'élite intellectuelle et le système patriarcal ont cadenassé les savoir-faire, les enseignements de femmes issues d'un savoir empirique, de pratiques plurimillénaires, de bon sens que la nature enseigne à force d'essais et d'erreurs, d'observations quotidiennes, de transmissions patientes et coutumières. C'est ainsi que la connaissance des plantes, des remèdes, des onguents, des chants, de l'accouchement, de la sexualité, de la guérison, d'initiation à une dimension intérieure par les symboles et véhiculant du sens a été associée à des pratiques occultes, ésotériques ou mystiques. Or, il s'agit de toute la beauté de la transmission orale, fécondant chaque graine de femme d'un héritage constitué par la force, la patience et la richesse de nos mémoires les plus signifiantes. Dans la Grèce ancienne et dans la Rome antique, il était naturel de consulter les oracles, les devineresses, et la Pythie était une figure majeure, une visionnaire du futur, entendue, appréciée, honorée. Ces époques et ces lieux n'étaient pas des temps d'ignorance, et les femmes oracles, les prêtresses, ont cohabité avec les savants, les philosophes, et des hommes politiques fins et stratèges desquels elles étaient respectées. La notion du féminin est souvent mal comprise et présentée comme un sujet intéressant uniquement les femmes. Or, le féminin est une dynamique qui existe chez les deux sexes. Nous avons, hommes et femmes, deux polarités, le féminin et le masculin, et notre évolution passe par la rencontre et l'intégration de ces deux ressources intérieures. C'est en reprenant les fondations du féminin, dans sa nature originelle, dans son héritage, que nous pouvons donner naissance à une vision moderne de la femme, sans tomber dans les écueils du passé. Et c'est là tout le rôle de la sorcière qui nous interroge sur le savoir ancestral du féminin et sur la nature de son véritable pouvoir avant qu'il n'ait été détourné. Quelle puissance unique suis-je en tant que femme? Quel pouvoir unique suis-je parce que je suis une femme? Mon livre se déroule sur le long fil qui voudrait tisser la toile de l'initiation au féminin entre ces deux extrêmes. Des pratiques oubliées, classées ésotériques, obscures et parfois reléguées au rang de pratiques maléfiques, à celles des femmes sages qui nous apprennent la maîtrise de nos forces de destruction, nous initient à notre pouvoir de guérison pour les avoir assimilées et les offrent aux autres femmes par solidarité et générosité. C'est une lente maturation de plusieurs années d'initiation en tant que femme et en tant que praticienne, psychothérapeute, énergéticienne, accompagnant d'autres femmes en chemin, observant leurs questionnements nombreux ainsi que toute leur créativité pour y répondre, qui a donné naissance à cet ouvrage et aux enseignements que j'y délivre. Certaines femmes que j'ai accompagnées ont partagé des témoignages dans ce livre pour illustrer mon propos. Mon envie est de partager avec vous mes initiations dans la forêt des ombres de la vie, dans des domaines de connaissances peu reconnus que sont les pratiques de guérison, les initiations symboliques et les rituels magiques des femmes depuis des millénaires. Je vous tends, par ma plume, quelques fils afin que vous puissiez à votre tour contribuer à enrichir la fresque que les guérisseuses, les sages-femmes, vos sœurs, les sorcières, les magiciennes, les prêtresses, les fées, les initiatrices, les chamanes, les femmes semencières, les avant-gardistes, les femmes marginalisées par leur style de vie, ont commencé à tisser. Puissions-nous continuer cette esquisse et participer à l'œuvre commune chacune avec notre singularité. Cette œuvre, infinie, est une odyssée de la patience, de la beauté, de l'audace, de la sagesse et du courage. Mon parcours. Initier les femmes à leur vraie nature. Durant mes années d'accompagnement, je me suis intéressée à plusieurs enseignements, dont la psychologie, qui est ma formation initiale, ceux de courants empiriques peu reconnus, les chakras, les centres d'énergie du corps, les initiations chamaniques de traditions amérindiennes et d'Amazonie,
l'art-thérapie par la danse, le conte, la naturopathie, et notamment l'utilisation des argiles, des plantes et des huiles essentielles, l'astrologie, la numérologie, la mémoire cellulaire et la reprogrammation neurolinguistique, et en dernier lieu et non des moindres, l'alchimie. Toutes ces explorations ont été des pièces d'un puzzle que j'ai vu s'agencer et qui constitue aujourd'hui la mosaïque de mes dons et de mes transmissions. Pour donner naissance à ma vision de la guérison, j'ai dû garder le fil de mon expérience fermement en main et poursuivre ma route dans le dédale des validations ou des dénigrements extérieurs. Dans ce labyrinthe, en renonçant à attendre la validation de certains de mes pairs, j'ai découvert qu'il était possible d'avoir accès à une nouvelle forme de connaissance née d'inspiration ou de compréhension fulgurante. Cette connaissance a pu jaillir en écoutant la voix du bon sens et de la sagesse, plutôt qu'en cherchant une autorité extérieure qui allait me donner une solution toute faite pour chaque questionnement ou chaque problème que je rencontrais. En acceptant de narrer mes initiations au féminin, j'ai surtout l'envie de vous livrer les facettes que j'ai rencontrées en les explicitant, afin que ce qui apparaît comme un mystère ou un fantasme pour les hommes et les femmes soit appréhendé avec des mots simples et des expériences concrètes découlant de mes initiations et de mes accompagnements thérapeutiques. Les rencontres les plus significatives ont été en premier lieu celles des symboles qui imprègnent et guident notre nature féminine et qui sont aussi les portes par lesquelles l'intuition se présente à nous et tente de nous guider vers notre vérité. Le symbole a été une clé incontournable pour saisir la densité et la force de ma vie intérieure et des activités qui y sont à l'œuvre, aussi bien dans leur qualité de donneuse de vie que sous la forme de la faucheuse et de la destruction. J'ai été ballottée des années entre ces deux dynamiques, ces forces a priori contraires, avant d'en intégrer leur complémentarité et d'entrevoir une autre voie, celle de la sagesse qui les relie inexorablement. Mes premières explorations ont été les tarots et les jeux de cartes. Et j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 15 ans. Je passais des heures à dévorer des manuels d'apprentissage des tarots, du tarot de Marseille notamment, qui est le jeu de cartes le plus complet et le plus abouti que j'ai pu pratiquer. C'est par l'apprentissage des cartes que j'ai ouvert mon intuition et que j'ai appris à donner des messages. Avec les années de pratique, mon tirage de cartes est devenu davantage une transmission de messages de guérison, d'informations permettant de faire évoluer ses peurs, ses croyances, ses conditionnements et ses traumas en les portant à la conscience. La deuxième étape de mon exploration a été celle d'initiation lors de mes voyages, une quête de vision et des diètes de plantes parmi les peuples premiers qui continuent d'avoir des guérisseurs traditionnels dans leur communauté. Ils sont appelés curanderos, guérisseurs en espagnol, chamans ou marabouts, et j'en ai rencontré plusieurs qui ont fortement contribué à ouvrir mon champ de conscience chamanique, celui qu'on appelle le premier cercle. Ce cercle, antérieur à l'émergence des religions monothéistes, est une mémoire que nous portons tous et qui nous ramène à la conscience de la Pachamama, la mère terrestre dans la cosmogonie andine, à laquelle nous sommes tous reliés. En 2009, j'ai vécu dans une communauté aborigène en Australie, non loin de Derby et de Broome. J'ai passé sur cette terre désertique plusieurs semaines de reconnexion profonde à un savoir très ancien. J'ai rencontré les animaux totems de ma famille d'accueil et certains des miens. J'ai aussi, grâce à mes hôtes, ouvert mon troisième œil et mes capacités de télépathe. Naturellement, avec le père de famille et le fils, nous partagions des informations en silence. En 2010, puis en 2012, j'ai réalisé les initiations les plus surprenantes et les plus éreintantes au Pérou, dans la forêt amazonienne, avec les Shipiboos Conibos. Le monde des plantes s'est ouvert à moi à travers la connexion fascinante que les chamans Shipiboos Conibos ont avec le végétal et leur capacité à interagir avec l'intelligence des plantes par leur chant et leur vision. Cette voie du végétal est une sève prodigieuse pour les souffrances de notre humanité et riche en pouvoir de guérison, aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau émotionnel et spirituel. Mes expériences chamaniques au Pérou, qui ont duré respectivement 6 semaines, mais qui pour chacune d'entre elles ont nécessité au moins 2 ans d'intégration, ont été une étape de déconstruction de tous mes repères en termes de savoir, des limites du mental et de la raison quand nous faisons l'expérience intime de l'invisible. J'ai plongé durant ces années-là dans le monde des guérisseurs traditionnels, mais aussi des sorciers. J'y ai observé toute la finesse des guerres de pouvoir et des énergies sombres. Cet apprentissage m'a éclairé
et j'ai compris le fonctionnement des pratiques de magie, leurs impacts et quel chemin elles nous poussent à emprunter. Il s'agit de regarder en soi les dysfonctionnements de l'ego et ce qui le nourrit. Dans le monde de l'invisible, l'ego prend des formes que nous nommons démons. Il nous grimace pour nous effrayer, nous dégoûter et nous éviter de nous regarder en face. Cette découverte de la voie chamanique a aussi renforcé ma conscience de la beauté et la nécessité de réenchanter le monde par une nouvelle vision, une terre nourricière comme un organisme vibrant, animé, cohérent et intelligible. En 2011, j'ai rencontré Kef Pash, un chef Dakota et chaman amérindien, avec lequel j'ai fait une quête de vision. Un rituel qui consiste à rester 4 jours sans manger et sans boire dans la nature. Cette étape fut un tournant dans ma recherche, et je reçus des encouragements à accéder à mon potentiel de guérisseuse. Kef me donna un nom d'initié, Midday Woman, qui signifie la femme du milieu du jour, c'est-à-dire la femme dont le soleil, ou la nature solaire, est au zénith. Il m'expliqua que j'étais connue par le monde des esprits et que j'étais accompagnée par eux. Il prophétisa que ce nom de femme médecine allait m'accompagner pour accéder à la vision avec laquelle je suis née et que j'allais le conserver très longtemps, ce qui est encore le cas. Dans la tradition amérindienne, une femme médecine est une guérisseuse traditionnelle. Sa démarche n'est pas comparable à la médecine allopathique, mais elle connaît la médecine des plantes, des éléments de la nature, des animaux totems, des rêves et de la parole. Cette quête de vision et le nom que j'ai reçu ont été des étapes incontournables, car je m'inscrivais alors dans une tradition et une reconnaissance d'un savoir qui allait pouvoir se reconstituer et s'étoffer. Grâce à Kef, mon initiation prenait le visage d'un symbole et une direction, une femme médecine, ignée, solaire. Je me suis sentie renaître à une nouvelle dimension de moi-même. D'autres enseignements ont suivi. J'ai notamment été formée au chakra et à l'énergétique par une femme pleine d'amour et de bienveillance, Lisiane. Naturopathe, magnétiseuse, elle m'a aidée à faire le pont entre les centres d'énergie du corps et mes études de psychologie. Sa patience et la confiance qu'elle a toujours eue à l'égard de son intuition m'ont amenée à me renforcer dans la mienne. Petit à petit, des chakras, que nous appelons centres d'énergie subtile, aux mémoires cellulaires et émotionnelles, je commençais à me connecter au champ quantique d'informations. Et les initiations que j'ai reçues, je les ai ensuite transmises en les recréant par mes propres inspirations lors d'ateliers, en consultation ou en formation, pour un public majoritairement de femmes. Elles rassemblent plus de 10 années d'expérimentation, de rencontres, d'apprentissage et d'enseignement. Grâce à elles, j'ai pu accoucher de mon réel pouvoir, un pouvoir intuitif, intérieur, instinctif mais aussi clair et ordonné, d'une grande force, fertile, nourrissant et d'une abondance insoupçonnée. Mes pratiques de guérison ont donc beaucoup évolué et sont devenues des expériences intimes, plurielles pour moi et ceux que j'ai accompagnés, et j'ai pu en mesurer la puissance, la richesse et la densité à chaque fois que je les ai partagées. Les initiations sont en réalité, à force d'intention d'honorer le sacré en soi, de véritables cérémonies, des actes psychomagiques qui soulignent notre envie de transcender notre condition humaine. Partie 1. Vous relier à la Lune. Chapitre 1. La Lune et vos cycles menstruels. Le premier symbole que les femmes peuvent facilement s'approprier est celui de la Lune. Les phases de la Lune contiennent une profonde sagesse de nos états intérieurs, de notre émotivité et d'une fertilité à l'œuvre, procréatrice et créatrice. À travers le vécu de notre cycle menstruel de 28 jours, qui correspondent à la lunaison, nous avons en tant que femmes une expérience intime de la figure lunaire, de ses phases et de la sagesse contenue dans ce rythme cyclique. La femme possède dans son bassin une force qui stimule et orchestre ses cycles comme une danse à 4 temps. Un cycle dure 28 jours et se déroule en 4 saisons. L'hiver des saignements, le printemps de l'élan hormonal, l'été de l'ovulation et de la maturité, et l'automne de la déforestation, de la décroissance. Ce cycle témoigne, par son intensité physiologique, de profondes transformations physiques, émotionnelles, sensorielles et spirituelles. Chaque saison est essentielle et contient un enseignement et une sagesse de la vie. Et les Amérindiens ont laissé une expression rendant grâce à cette loi de la nature
qui régit le cycle de la lune et le cycle des femmes. Il nomme les menstruations les lunes. Cette expression, que je trouve poétique et subtile, nous rappelle comment les femmes sont synchronisées dans leur bassin à la rotation de l'astre lunaire et accordées aux étoiles. Chaque saison est essentielle et contient un enseignement et une sagesse de la vie. Apprenez de votre cycle grâce aux phases de la lune. Il y a toute une dynamique psycho-émotionnelle riche de sens en observant à quelle phase de la lune advient le saignement de la femme. Et j'ai conservé cette écoute de mes cycles tout au long de mon évolution pour saisir où j'en suis dans l'intégration des facettes de mon féminin. Quand j'ai commencé ma quête spirituelle, mes premiers rituels et ressentis se situaient autour de la pleine lune. La veille de la pleine lune était le soir qui me donnait le plus de perception. Je sentais mon corps vibrer, mes émotions étaient à fleur de peau, et souvent j'avais des maux de tête et une forme de pression sur le crâne. J'ai remarqué que ces manifestations étaient plus fortes la veille de la pleine lune, et que j'avais par ailleurs de l'agitation ou une difficulté à trouver le sommeil. J'ai commencé par expérimenter des pratiques simples, comme brûler une bougie et faire ma liste de vœux. Des vœux que je souhaitais voir aussi ronds et pleins que notre astre lunaire. Je ne manquais aucune pleine lune et je réitérais mes souhaits à chacune d'elles. Petit à petit, j'ai retrouvé aussi, grâce à l'astrologie, la symbolique précise de toutes les pleines lunes, car il y en a dans chacun des signes du zodiaque. Je me souviens particulièrement des moments où la pleine lune était en Cancer, dont on dit en astrologie qu'elle est en domicile, ce qui signifie qu'elle est chez elle, et que tous ses effets sont exacerbés. Avec la pleine lune en Cancer, je vivais des aléas émotionnels beaucoup plus importants que d'habitude, qui me faisaient me sentir au plein centre d'un tsunami. C'est ainsi que j'ai appris, en observant durant des années les différentes pleines lunes et leurs effets sur moi, que chacune d'elles avait un langage particulier et venait toucher un secteur spécifique de ma vie et révéler de puissantes émotions. En découvrant les phases lunaires et leurs pouvoirs, je suis entrée dans une forme de révélation, à savoir que des forces extérieures plus grandes que moi pouvaient avoir un impact sur mes humeurs, mes comportements et le cours de ma vie. La pleine lune est une étape du cycle de la lune et aussi une étape du cycle de la création. Comme la création à l'échelle du cosmos, la vie connaît des périodes de fertilité accrue, cycliques, que nous pouvons observer au printemps par exemple. J'ai pris plaisir à installer des rituels autour de la pleine lune, mais aussi celui de m'ouvrir aux autres phases qui composent le cycle lunaire. La nouvelle lune, qui ouvre sa phase montante, c'est-à-dire sa croissance. La pleine lune, qui est en quelque sorte l'apogée ou le point culminant, se reconnaît à son cercle parfait, ronde et pleine. Puis vient la phase descendante de la lune, qui décroît jusqu'à la lune vide. La lune vide, dite balsamique, est la plus mystérieuse du cycle lunaire. Elle représente l'absence de toute influence de la lune. Puis à nouveau la nouvelle lune. J'ai observé que nous étions tous très au fait des dates de la pleine lune, mais que nous avions tendance à ignorer les autres phases lunaires, tout aussi essentielles à l'abondance et la fertilité de la vie, à notre évolution et à nos projets. Ainsi, j'ai noté que les influences de la nouvelle lune étaient propices au lancement de projets et d'idées nouvelles, et que la phase descendante était favorable à tout ce que je voulais voir décroître, mes mauvaises habitudes, les relations que je souhaitais voir disparaître, les mauvaises influences. Tout ce qui est bon de nettoyer et de chasser de nos vies disparaît plus aisément en lune descendante. Au départ, je me suis abstenue d'en parler, sensible aux jugements qui pouvaient naître et apparaître comme des superstitions. Puis, j'ai observé que le calendrier agraire et les pratiques des jardiniers suivaient aussi cette influence lunaire et cette intelligence des forces de la nature plutôt que d'aller contre elles. Tout le rythme des marais suit le cours du cycle de la lune, et nous qui sommes composés de plus de 3/4 d'eau sommes soumis à la même pression des forces de la nature. Dans les traditions populaires, il est fréquent d'observer une augmentation des naissances autour de la pleine lune. Tout le rythme des marais suit le cours du cycle de la lune, et nous qui sommes composés de plus de 3/4 d'eau sommes soumis à la même pression des forces de la nature. La dame lunaire me touche profondément par sa beauté et son imposante présence lumineuse dans nos nuits les plus noires, et je garde depuis longtemps l'habitude de laisser les volets et les fenêtres ouverts les soirs de pleine lune. De cette manière, je reçois un bain de ses rayons sur mon lit, avec la conviction intérieure que toutes les qualités qu'elle active sont démultipliées pour que j'en sois pleine. Longtemps,
mes cycles menstruels se sont synchronisés avec la pleine lune. Puis mes menstruations se sont ajournées jusqu'à tomber le jour de la nouvelle lune. Cette évolution de mon cycle a priori anodine est en réalité une évolution initiatique de mon féminin. Quand les menstruations sont concomitantes à la pleine lune, elles témoignent d'une qualité de fertilité et d'abondance. Quand elles arrivent au moment de la nouvelle lune, il y a la nécessité de se lancer dans de nouvelles entreprises, d'initier des projets avec plus d'élan et d'audace. Aujourd'hui, elles arrivent au moment de la lune vide ou lune balsamique, 3 jours avant la nouvelle lune. C'est le cycle durant lequel elles n'exercent aucune influence. Il s'agit de faire le vide, de plonger dans l'espace du soi qui peut se ressentir en se soustrayant aux influences extérieures. À chaque menstruation, je me sens libérée de mémoire, d'influences de l'inconscient féminin qui s'accompagnent de douleurs physiques et de spasmes. Ces douleurs sont tout autant liées à des émotions et des blocages qu'à des problèmes physiologiques. Ces 2 dimensions, le physiologique et le psychologique, sont imbriquées et j'ai appris à décoder les douleurs des menstruations, les maladies gynécologiques et les mémoires des femmes de nos lignées qui imprègnent notre matrice. Ces mémoires demandent à être entendues. Chaque mois, je peux aller plus loin dans cette écoute. Avec les années et les expériences, j'ai gagné en courage, celui d'accueillir les peurs et les émotions qui surgissent avec l'émotivité à fleur de peau de mes cycles. La voie initiatique de la souillure originelle. Lorsque le sang coule tous les mois, il est là pour nous rappeler que l'expérience d'être une femme et de porter la vie contient en germe la mort, la perte et la destruction. Et notre vie contient cette échéance inéluctable de la mort. Nous savons pertinemment que le sang de nos lunes s'écoule pour nous permettre tous les mois de rendre à la terre ce qui n'a pas été fécondé, ce qui libère de la place afin que le prochain cycle puisse s'accomplir. Cette nature cyclique que nous avons est liée au rythme de la lune, reliée au rythme de la création et manifeste, à notre mesure, les cycles de la vie et leurs lois immuables. Tout s'ordonne autour de ces 2 forces de vie qui amènent à créer, croître, puis déconstruire, anéantir et libérer pour mieux repartir. Les femmes supportent patiemment les douleurs des règles et de l'accouchement, car elles savent pertinemment que c'est un corollaire à une force de vie d'une telle beauté, d'une telle intensité et amplitude, qu'elles se dévouent aux conséquences moins agréables. Le cycle de la nature nous conduit à observer de quelle manière la femme possède en son sein des énergies sombres qu'elle doit apprendre à maîtriser et de quelle manière elle a conscience de la violence contenue dans sa matrice. Le cycle de la nature nous conduit à observer de quelle manière la femme possède en son sein des énergies sombres qu'elle doit apprendre à maîtriser et de quelle manière elle a conscience de la violence contenue dans sa matrice. Si la femme souffre, c'est d'être tachée et souillée par le sang des menstruations qui lui a été présenté comme une souillure originelle, un poids et un fardeau. Ce qui lui donne la sensation d'avoir été marquée au fer rouge par une faute qu'elle aurait commise ou qui aurait été commise par ses aînés, ses aïeuls, ses ancêtres, ou la première femme, que l'on nomme souvent Ève, ou une figure plus antérieure, Lilith. Présenté comme une punition à sa liberté sexuelle, le sang menstruel condamnerait la femme à vivre une expiation dans la douleur, la honte et l'enfermement. Cette croyance, largement répandue, a été assénée par des siècles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.